Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous suivre pour cette discussion sur l'éducation populaire, du rôle des intellectuels et artistes à la démocratisation des espaces culturels. Je serai votre modérateur aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Florian Boba, je suis étudiant-chercheur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et auteur d'une biographie à paraître sur le philosophe révolutionnaire Omar Blondin Diop. Je remercie le FRAP pour cette opportunité d'échanger. Lors des discussions à propos de la crise que traverse le Sénégal, un refrain revient souvent. D'autres ont vécu l'oppression par le passé et l'ont combattue. En somme, un retour à la fameuse citation du psychiatre anticolonialiste martiniquais Frantz Fanon: chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. On pense au cas de Aline Sitoé Diatta, prêtresse casamançaise qui a mené la résistance face à l'occupation coloniale française, à Cheikh Anta Diop, figure savante tutélaire qui a réhabilité des pans de l'histoire africaine tout en s'engageant politiquement, à Omar Blondin Diop, jeune philosophe révolutionnaire mort dans les geôles de Senghor pour son engagement politique, ou encore à Amilcar Cabral, théoricien de la guerre de libération bissau-guinéenne, également assassiné en 1973. Le point commun entre toutes ces figures, leurs portraits, sous forme de peinture, sont fièrement affichés dans le siège du FRAPP, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Une révolution populaire se pense et se réfléchit. Celles et ceux qui la nourrissent sont donc les citoyens, aux côtés des intellectuels, des artistes et des militants. Quel rôle ces derniers ont-ils dans la société? Quelle portée de l'éducation populaire? Et quels enjeux de la démocratisation des espaces culturels? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Zoubida Fall, Madzo TRK et Salou Diop. Zoubida Fall est hôte de podcast et auteur. En 2017, elle crée la plateforme du Coq à l'âme, espace à la croisée de ses passions que sont la littérature et le médium audio. En plus d'animer le podcast Conversation féminine, elle est l'auteure du recueil de nouvelles Les Miroirs du silence, publié en auto-édition en 2018. Cyril Mansour Fall, alias Mazzo TRK, est un artiste graffeur polyvalent, membre actif du collectif de graffeurs Radical Bomb Shot, RBS Crew. En plus de sa participation à des événements internationaux comme le FestiGraph, le Festival international de graffiti en Afrique, et sa collaboration avec des instituts comme Aerosol à Oakland, en Californie, le Musée national Théodore Monod de l'IFAN et ou encore la Maison des cultures urbaines, il s'engage depuis plusieurs années dans la formation des premières générations de graffeurs en Mauritanie, au Bénin et au Mali. Enfin, Salou Diop est porte-parole du mouvement Carbone 14 et doctorant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses thèmes de recherche portent notamment sur le panafricanisme et les mouvements sociaux, et il travaille sur l'histoire de l'entrepreneuriat dans la communauté afro-américaine aux États-Unis. Pour commencer, Zobeda, Madzo, salut. Quelle est votre analyse de l'état de l'éducation au Sénégal, en particulier le système d'éducation publique? On peut peut-être commencer par Zobeda, puis Madzo, et puis enfin salut. Bonsoir tout le monde, bonsoir Florian, merci pour l'invitation. Eh ben, tu commences par une très grande question et avec des réponses qui peuvent être extrêmement longues. Aujourd'hui, on constate tous les jours, on s'en rend compte qu'on a une dégradation, si on peut l'appeler comme ça, de la qualité de l'enseignement, mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé dans ce que moi je perçois et que j'ai pu retracer et comprendre, elle commence à la fin des années 80, s'intensifie au milieu des années 90 pour donner le résultat qu'on a aujourd'hui, qui est un mixte entre, on va dire, une formation insuffisante des encadrants et des enseignants, un système de double flux à la fin des années 80, moins d'investissement dans l'éducation, même si on parle de 40% du budget national qui est investi, mais investi où et investi comment. Et l'un dans l'autre, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'école publique est mourante. L'école publique est mourante au profit de l'école privée et tous, autant que nous sommes, faisons des pieds et des mains pour que ce soit nos enfants, etc., puissent accéder à la meilleure éducation et nous la faisons en les inscrivant dans le privé, mais pas forcément en nous battant pour que l'école publique puisse retrouver ses lettres de noblesse. Vaste question, je pense que ça pourrait tenir 2 heures de discussion, mais oui, il y a un vrai problème et ça va du moment où on entre à l'école, même avant, jusqu'au moment où on en sort, que ce soit après l'université ou entre-temps.
Madzo, toi, comment est-ce que tu vois l'état aujourd'hui de l'éducation au Sénégal de manière générale? Salam à tout le monde. Par rapport à cette question, moi, je soulignerai en fait la finalité de cette éducation, avoir l'intellectualité de l'Afrique, de l'Afrique en question. Et je soulignerai en fait une différence par rapport à un système qui a été préétabli et complètement déconnecté de notre culturel. Euh, Dès le départ, on peut se rendre compte directement par rapport à l'élaboration même de l'école, ici en Afrique, au Sénégal particulièrement, que la visée par rapport à ce système éducatif n'est en rien pour se construire une génération des capacités critiques avec beaucoup de bagages intellectuels en vue de réinterroger certains acquis. Et je pense qu'en fait, en ce sens, on se rend juste compte maintenant que beaucoup de choses n'ont pas été bien faites à la base. C'est un éveil actuellement qui se passe autour de ce système qui a en quelque sorte aidé à endoctriner et aidé à étouffer l'intellectualité africaine et qui à un moment donné aussi a ouvert des portes à beaucoup de jeunes de se poser des questions sur la vraie importance de l'éducation dans nos sociétés. Comme l'a dit précédemment notre sister, c'est une question qui peut vraiment déboucher sur beaucoup d'angles de vue par rapport même à la réalité globale africaine dans la vision politique des choses, dans la vision religieuse, économique. En quelque sorte, je dirais qu'en fait, c'est un système mal établi. C'est établi voilà, sous une réalité complètement déconnectée de nos valeurs culturelles. Alors, merci beaucoup pour la question, Florian. J'irai, je pense, dans la même logique que Madzo. Je pense que par rapport à la question de l'éducation, effectivement, c'est une question qui est très vaste. Je vais juste recontextualiser peut-être un tout petit peu les choses. Moi, je pense que ça va dans la logique même de la première création, la création de la première école, en fait. Donc, on parlait déjà de 1817, on pense à l'école mutuelle de Saint-Louis, on pense à Jean d'Arc. Voilà. Donc, après, on a eu la première école. Et après, on a eu les sœurs Joseph Clooney, Anne-Marie, j'avouais, au niveau de la Médina à 1823, si je ne me trompe pas. Ça suit cette logique, en fait. Donc, déjà. Et quand on passe à Jean d'Arc, quand on pense à l'école mutuelle de Saint-Louis, on se rend compte que cette éducation, bien entendu, a été créée, a été établie avec, bien entendu, un objectif bien précis, en fait. Ce qui veut dire que, je suis dans la logique de Mazzo, dès le début, il n'y a pas eu un ancrage, en fait, il n'y a pas eu une réponse, en fait, une tentative de réponse apportée par rapport à un certain nombre de réalités, parce que bien entendu, on était dans une période coloniale, effectivement. Donc, elle ne faisait que répondre à un certain nombre de besoins par rapport à cette période-là, pour ne pas dire périodicité. Ça, on peut déjà comme faire ce petit constat par rapport à l'éducation. Si on pousse les choses un peu plus loin par rapport même à l'enseignement supérieur dans une autre mesure, on a aussi l'école de médecine, voilà, donc à partir de 1914, 1918, qui a donné naissance à la faculté de médecine. Un peu plus tard, on a combiné quatre facultés pour faire l'université de Dakar, chapeautée par Paris et Bordeaux. Et après, ça passe de l'université de Dakar, étant sur la tutelle de Paris et Bordeaux, à une université sénégalaise en tant que telle, institutionnellement parlant. Voilà, maintenant, dans la structure, relation des choses, j'ai envie de dire, dans les questions, plutôt les réponses que cette université-là doit apporter, cette éducation de manière générale doit apporter. On n'a pas fait, j'ai envie de dire, on n'a pas opéré une rupture même épistémologique, j'ai envie de dire, par rapport à, au type d'élèves en fait, qu'on veut former, au type de citoyens qu'on veut former, quel est le bagage intellectuel, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Je pousserai même les choses plus loin en disant le savoir devenir même, qu'on veut que cette personne-là, que ces élèves-là, en tout cas, portent en eux et puissent partager aussi dans la société, en fait. Donc, on n'a pas vraiment investi le terrain par rapport à toutes ces questions-là, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien entendu,
des années plus tard, on se retrouve avec ces problèmes-là, en fait. Donc, plus ce que Zubida a dit tout à l'heure, ce qu'on a noté depuis déjà les années 80. Donc, voilà. Si on fait la conclusion, l'addition de tout ça, on ne peut se retrouver qu'avec aujourd'hui, bien entendu, tous ces problèmes-là que dont l'éducation est en train de souffrir au Sénégal. Oui, salut, tu ramènes un point important, même crucial, qui est la question de la création ou non, en l'occurrence, de citoyens et d'une conscience civique. Parmi les missions de l'État en matière d'éducation publique figure notamment l'enseignement de l'éducation civique. D'une certaine manière, en tout cas dans la façon dont ça a été déployé, il s'agit de façonner des citoyens dans leur accomplissement de devoirs vis-à-vis de l'autorité. Cela passe, comme dans tous les pays du monde, par une lecture souvent tronquée ou orientée de l'histoire et des structures sociales, en évitant par exemple l'étude critique de thèmes qui pourraient remettre en cause les discours officiels, comme celui autour de l'exception démocratique ou de l'indépendance pacifique supposée du Sénégal. Aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez le poids du roman national sur l'éducation des jeunes au Sénégal? C'est une très bonne question. Je pense que ça va un peu dans la logique de l'esprit de l'université, au fait, en tant que tel. Parce qu'effectivement, quand aujourd'hui, c'est une mission de l'État, mais c'est une mission qui est déléguée un tout petit peu aux fonctionnaires, au fait, qui sont effectivement formés par l'État, qui établissent ou préétablissent un certain nombre de curricula, j'ai envie de dire, au fait, qu'ils vont, eux, à leur niveau aussi, transmettre, c'est le mot transmettre que je vais utiliser dans l'éducation primaire et autres, mais au niveau universitaire, euh, ça va être normalement, on ne devrait pas utiliser le mot transmettre, mais malheureusement, c'est ce qui se passe en fait. Cela veut dire qu'au niveau universitaire comme au niveau de, primaire, de manière générale par rapport à l'éducation, on va dans une logique de, on a un peu le binôme consommation-restitution en fait. Ça veut dire que pour aller dans la logique de ce que votre question, la question tout à l'heure, Florian, met en avant, pour moi, on doit inscrire l'éducation dans la logique de ce que Cheikh Anta Diop disait dans sa citation très connue, qui disait que ce que nous visons finalement dans l'éducation, c'est de réveiller le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous, c'est de réveiller le génie qui dort en chacun de vous. Mais cela suppose une réforme qui met l'accent sur la rationalité et les facultés créatrices de l'individu, au fait. Cela veut dire que au lieu d'aller dans cette logique de consommation et de restitution, et malheureusement, il faut le dire, c'est déployable, mais on peut dire qu'à 90%, l'éducation aujourd'hui se résume à cela. On consomme un certain nombre de curricula qu'on va après restituer. Voilà. On devrait plus aller dans une logique de transformation, en fait, en tant que telle, la capacité transformatrice. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que, bien entendu, c'est ça aujourd'hui qu'on a raté. Après, si aujourd'hui on se rend compte que l'État n'a pas joué ce rôle ou ne joue pas encore ce rôle, c'est parce que la question n'est pas posée en fait. Parce que si aujourd'hui on ne pose pas la question, ou en tout cas toutes les fois où il y a eu une tentative de réforme où cette question a été posée, effectivement, ce n'est pas allé jusqu'au bout, en fait. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut investir déjà ce champ-là, poser cette question-là, interroger même la production des savoirs chauds, voilà, parce que on se limite à tout ce qui est savoir froid aujourd'hui. Cela veut dire qu'on fait un establishment universitaire, même pour parler aujourd'hui d'un thème, même, je le disais, j'ai taquiné un tout petit peu à Aziz hier ou avant-hier, quand il me parlait de la biographie et autres, je lui disais, est-ce que je peux ne pas parler de ma biographie et autres, en fait, parce que pour moi, c'était même une pédagogie, en fait. Aujourd'hui, même pour investir, pour parler d'un thème, on doit en amont avoir une certaine légitimité, en fait, que l'institution va conférer, en fait, en tant que tel. Ça, je le comprends tout à fait, c'est comme ça que l'académie fonctionne. Mais dans le cadre de l'éducation populaire, aujourd'hui, le thème qu'on veut investir, il faudrait aussi apprendre au niveau de l'espace public à investir un tout petit peu les savoirs chauds qui aujourd'hui ne découlent pas forcément de l'establishment, au fait, et d'une certaine légitimité qu'une autorité va conférer. Je pense que si on va dans cette logique-là aussi, ça ne pourrait qu'améliorer des choses. Oui, Zoumida, par rapport à la question du roman national, des savoirs préfabriqués et leur restitution, qu'est-ce que tu en penses? Alors, à mon niveau,
parce que c'est en m'intéressant, en sortant un petit peu des sentiers battus et de ce qui nous a été enseigné à l'école, que j'ai pu moi-même comprendre un certain nombre de choses. Donc, il y a vraiment une démarche à aller faire qui va te permettre de pouvoir comprendre ce qui a pu se passer et la réalité des faits. Et encore, parce que cette réalité des faits, elle est documentée, mais cette documentation peut ne pas être disponible. Et en règle générale, elle n'est pas disponible. Et quand je parle de disponibilité, je parle soit de non-accessibilité ou même de non-existence pour la plupart. De non-accessibilité, non-accessibilité par rapport au coût, non-accessibilité par rapport à où est-ce que c'est gardé et qui y a droit, et non-existence parce que toutes ces histoires ne sont pas forcément comptées telles que nous les concevons. On les conçoit comme étant dans des livres, etc. Parce que de plus en plus, avec, on va dire, ces deux globes, et on est balancé entre deux hémisphères, l'oral, qui était cette forme naturelle de pouvoir raconter un certain nombre de choses, est perdu en route parce qu'on a de vrais soucis de transmission est perdu en route ou alors enjolivé ou alors légendarisé, je ne sais même pas si ce terme existe, mais vous comprenez exactement le propos, ce qui te permet de ne pas savoir exactement comment te situer. Et bien évidemment, pour moi, il y a une volonté claire de choisir ce qu'on souhaite raconter et ce qu'on souhaite faire passer en termes de ce qui sera retenu plus tard. Parce que pendant très longtemps, tout le monde a pensé que Senghor, c'était un président pacifique. À aucun moment à l'école, on te parle, quand on te parle de la crise de 62, par exemple, on dit qu'il y a eu une tentative de coup d'État. C'est tout ce que tu sais. Il y a eu une tentative de coup d'État et je pense que tu ne sais même pas vraiment que Mamadou Dia a passé 12 ans en prison. Je crois que ça, tu le découvres un petit peu plus tard. Et en fonction du milieu social d'où tu viens, parce que c'est aussi très déterminant, tu peux être beaucoup plus ouvert à ces notions-là, d'avoir, on va dire, d'aller avoir des lectures qui sortent du cadre, ce qui n'est pas accessible à la masse, encore une fois, du fait des conditions d'éducation, du fait des conditions de vie tout court. Et ce choix-là a des répercussions jusqu'à aujourd'hui, parce que quand on voit des jeunes qui se sont politisés entre 2019, on va dire, et 2023, on se rend compte qu'en dehors de l'engagement franc, sain, entier, mis dans la lutte, il y a une forte méconnaissance des rouages de l'histoire de la politique en règle générale. Parce que dans les cours d'éducation civique, il n'y a plus de cours d'éducation civique, à ma connaissance, hein, il y a des cours de vivre ensemble. Si je m'en réfère avec ce que je vois mes enfants ramener de l'école, c'est des cours de vivre ensemble où on va t'expliquer c'est quoi la décentralisation, mais on ne va pas dire pourquoi il y a une décentralisation, comment se fait cette décentralisation, à quoi elle s'applique, etc. On va t'expliquer un petit peu la constitution de la nation sénégalaise sans pour autant aller dans des détails et des détails qui fâchent. Je pense que chaque État, chaque pays aussi choisit le roman qu'il veut raconter. L'essentiel, c'est qu'on soit d'accord qu'à la fin, c'est un roman et qu'on puisse aller chercher et construire parce que il faut aider, en tout cas apprendre aux gens à apprendre et à sortir des sentiers battus. Et pour moi, c'est la partie la plus difficile quand on vit, on va dire, dans des espaces comme les nôtres où on est tenu plus ou moins de rester sur les rails, de rester sur une ligne, de continuer à respecter cette forme et de ne pas aller chercher ou remettre en cause ce qui t'est présenté par défaut. Donc, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire de déconstruction et je pense que ce format-là que nous faisons en fait aussi partie. Ça participe à donner, raconter une histoire autrement, avec une autre perspective, sous un autre angle et aide à appréhender les choses. Ça doit se démocratiser encore plus et qu'on ait beaucoup plus d'espace de ce type-là où cette parole-là peut être donnée et que ce ne soit pas réservé, on va dire, à une sorte d'intelligentsia, à l'académique, etc. Parce que nous ne sommes pas très nombreux à arriver là-bas pour plein de raisons. Pas seulement, c'est pas une question de volonté, mais il y a plein d'autres raisons qui vont faire que nous n'arriverons pas là-bas. Madzo, je vois sur ton mur derrière Malcolm X, Omar Blondin Diop, Frantz Fanon. C'est pas des personnages qui sont dans le roman national. Pourquoi est-ce que tu les as mis sur ton mur? En fait, c'est par rapport même à l'expérience personnelle que j'ai eue avec l'école. À un moment donné, il y a ces éducateurs préfabriqués, si on peut dire, par un système bien établi et cautionné par ces institutions qui enseignent d'une telle manière. Et il y a de l'autre côté, on peut les appeler des artistes ou des intellectuels indépendants ou tout ce qu'on veut, mais qui, en fait, portent un message assez différent d'une même histoire. Donc, par rapport à ce vécu d'une même histoire, on se rend très vite compte qu'il y a des non-dits. Et même à cette expérience, et dans la nature humaine,
On a toujours cette curiosité d'aller vers l'autre version des choses ou de découvrir le pourquoi est-ce qu'on nous dit certaines choses comme ça, pourquoi on ne nous les raconte pas comme ça. Et dans ce souci de se découvrir, de découvrir, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la vérité, on va embrasser, comme l'a souligné l'assistant, en fait, cette politisation de la conscience collective où on va vers l'information qu'on ne trouve pas à l'école. Et tout naturellement, ça crée un éveil. Ça crée en fait un choc psychique qui fait que l'être humain même réinterroge son rôle social, réinterroge en fait sa citoyenneté. Et ce désir en fait d'apporter pierre à l'édifice fait qu'en fait on se spécialise dans une certaine voie d'éducation en tant qu'artiste, moi en ce qui me concerne. J'ai senti en fait l'importance de parler de Malcolm X, de parler de Blondin Job, parce que quand j'ai découvert l'histoire derrière, en fait, la richesse de cette histoire et ce que ça pouvait apporter à la conscience même collective, en fait, je me suis dit qu'en fin de compte, notre système éducatif est créé à quel but? Comment est-ce qu'on peut continuer à passer combien d'années à aller à l'école pour au finish ne rien apprendre en quelque sorte? Donc, le développement de ce sens critique qui fait qu'en fait, nous, même dans notre intellectualité, on sent en fait un certain pouvoir ou un certain apport qu'on peut apporter à notre propre histoire, à notre propre peuple. Donc, on s'oriente tout naturellement à cette identité intellectuelle africaine, mais qui est complètement ancrée dans son propre histoire. Parce que c'est comme on dit en Afrique, tant que les récits de chasse seront racontés par le chasseur, en fait, ces histoires continueront de glorifier le chasseur au détriment du lion. Et en quelque sorte, il fallait en fait faire ce retour à cette conscience historique, à cette réappropriation de ces valeurs qui font de nous ce que nous sommes. Et on a très vite senti l'importance d'aller au fond du questionnement. Et ça se ressent dans chacune de vos pratiques, à Zubida, Madzo et Saliou. Euh, Chacun à votre niveau, en fait, vous vous efforcez de partager des voix qui sont généralement écartées du discours national convenu. Zubida, par ton podcast Conversation féminine, tu interroges la place des femmes dans la société à travers un dialogue intra- et intergénérationnel. Madzo, comme tu l'expliques, par tes multiples fresques, graffitis et peintures, tu réinscris des figures historiques de résistance comme Omar Blondin Diop ou Malcolm X dans l'espace public. Et Saliou, par ton travail de vulgarisation des thèses de Cheikh Anta Diop, tu permets à ce que ces écrits dépassent la seule figure mythique de son auteur. En cela, vous contribuez à votre manière à l'éducation populaire de vos audiences, par la dissémination de savoirs, généralement marginalisés du roman national, et en dehors des systèmes éducatifs institutionnels dont on vient de parler. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos démarches? Peut-être Zoubida. Alors, pour moi, c'est important, si on reste sur l'exemple de conversation féminine, parce qu'en général, tout mon travail tourne autour de ça, de proposer un autre regard, de faire en sorte de se décentrer, que ce soit par rapport à une situation, par rapport à un certain nombre de choses. Si on revient sur conversation féminine, l'idée, c'était vraiment d'amplifier les voix des femmes, sur celui-là, d'amplifier les voix des femmes parce que on s'en rend compte depuis un certain nombre d'années. Déjà, leur voix était très peu audible dans l'espace public, mais depuis 20 ans et un peu plus de ce que j'en vois et de ce que j'en sais, leurs voix sont devenues complètement inaudibles, invisibles et silencieuses dans l'espace public. Si je parle juste de l'espace public sénégalais, même si ce n'est pas seulement au Sénégal. Et pour moi, il était important parce que ces femmes-là, elles ont participé à la construction de ce pays-là. Et si on prend un exemple que tout le monde connaît, c'est juste en regardant le film Les Mères de l'Indépendance. Quand tu vois toutes ces figures de femmes-là et ce qu'elles ont apporté dans la lutte pour les indépendances, mais vous n'ouvrirez aucun livre et vous retrouverez des noms de ces femmes. Ça n'existe pas. On ne verra pas le rôle que ces femmes-là ont joué, par exemple, typiquement dans l'accession au pouvoir de tous ces hommes qui dirigent le pays jusqu'à présent. On ne voit pas leur apport dans la société. Et pour moi, c'était important de redonner la voix et de mettre en place un nouveau système de transmission ou un autre système de transmission. Parce que
même si on sort de leur rôle politique ou de leur présence sur la scène, rien que dans des cercles de femmes, on avait de la transmission. Mais cette transmission était beaucoup plus limitée et beaucoup plus encadrée dans un cercle de la famille. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec, on va dire, les expatriations de part et d'autre, on perd énormément en termes de transmission, que ce soit d'une grand-mère à une petite fille, d'une tante à une nièce, d'une sœur à une autre. Des discussions ne se créent plus et il y a cette montée qu'on sent à chaque fois euh, de faire attention aux femmes. Plus on avance, plus on entend cette rengaine qui revient très souvent comme quoi elles ne seraient pas plus ou moins dignes de confiance. Et l'un dans l'autre, c'est des choses qui se rencontrent et qui font qu'il arrive à un moment on perd nos histoires. Elles ne sont pas écrites, de un. On ne nous donne plus l'occasion de les porter à haute voix, de deux. De trois, on n'a plus les espaces où on se rencontrait pour pouvoir nous les transmettre les unes les autres, même si on les gardait. Il fallait retrouver d'autres moyens, d'autres connecteurs et faire en sorte que ces dialogues intergénérationnels et intragénérationnels puissent avoir lieu. Et donc, beaucoup de voix de femmes se sont éteintes avant qu'on puisse avoir ces conversations. Et de ces femmes, on ne voit que leur travail. Et encore, le travail, c'est ce que le roman national veut nous faire connaître sur ce travail-là. On ne te dira pas typiquement que c'est elle, que c'est telle femme en réalité qui a pris tel leader politique, qui l'a habillé en femme pour l'exfiltrer du pays parce que c'était chaud dans les années 60 et qui risquait la prison. On a dû l'habiller en femme et le sortir. Ce n'est pas très glorieux pour les hommes de raconter ça de cette manière-là. Sauf que si Euh, les femmes n'avaient pas fait ça, oui, tu m'entends? oui, oui, Tu non, mais m'entends, Jojo? sur ce cas-là, pour préciser, tu parles de Amadou Soro. Non, plus loin encore. Il y avait d'abord Majmoud Diop. Mhm, effectivement. Voilà. Il y a eu d'abord Majmoud Diop, et ça, il faut revoir le film Les Mamans de l'Indépendance. Elle raconte très bien cette histoire-là, comment ça s'est passé. Ah, c'est le foulard de tel qu'on a utilisé, c'est le pagne de tel autre, etc., pour pouvoir faire en sorte. Mais cette histoire-là, elle n'existe plus nulle part. Majmoud Diop en a reparlé des années plus tard, il en a reparlé, mais ça ne revient pas et ce n'est pas, on ne la raconte pas euh, pour ce qu'elle a apporté. Ça a été déterminant dans la poursuite de sa propre activité, de son propre militantisme, etc., qu'il puisse à un instant T pouvoir s'en aller. Et il a pu s'en aller parce que des femmes se sont levées et se sont liguées pour faire en sorte qu'il puisse le faire, garder cette liberté-là pour que sa voix puisse être portée. Et ces femmes, la plupart d'entre elles, ne sont plus aujourd'hui. Leurs histoires se sont éteintes pour la plupart d'entre elles. Elles ne sont pas contenues, on ne va pas les compter, on va continuer à nous rappeler, pour nous qui sommes présents sur les réseaux sociaux, que nous ne servons à rien, plus ou moins. Et j'utilise ce terme, nous ne servons à rien, pour caricaturer en fait le propos. Il n'est peut-être pas dit tel quel ou il va être dit par une ou deux personnes, mais c'est l'idée générale qui ressort autour de tout cela. Et transmettre, parce que je suis maman et je me rends compte que toutes ces figures-là aussi ne sont pas connues par nos enfants. Et je prends l'exemple juste des miens, par exemple. Et il était important pour moi que ces histoires, ça comptait, soient amplifiées. Et on l'a fait sous format de podcast qui tourne aujourd'hui avec des femmes sénégalaises, des femmes africaines. Et on a adapté ce podcast-là en livre, Conversation féminine, et qui remet la voix des femmes, qui amplifie la voix des femmes en racontant leurs histoires à elles, mais depuis nos centres à nous, avec nos propres réalités, avec la manière que nous avons de comprendre les choses et avec un prisme qui n'est pas du tout un prisme occidental. Nous gardons la logique de la transmission orale en faisant du podcast et ensuite nous le transposons dans de l'écrit pour faire en sorte que ça puisse atteindre une autre cible en termes d'accessibilité. J'ai été peut-être un petit peu longue, mais je pense que ça donne une idée de comment je fais ce travail sur conversation féminine, mais c'est ce que je fais en général sur du coq à l'âme en racontant des histoires et des situations pour faire en sorte que les gens se descendent. Merci pour ce partage, Zubida. Toi, de ton côté, Madzo, tu as aussi une démarche parallèle à ça. Euh, non pas par le podcast, mais par les murs et par le graffiti. Tu réinscris dans l'espace public des figures qui sont méconnues, euh, qu'on voit par ailleurs sur ton mur, mais il y a plusieurs fresques, de nombreuses fresques à Dakar, qui sont le fruit du travail que tu as fait avec les camarades de Radical Bomb Shot. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre démarche? Déjà, en fait, l'idée était de créer une alternative, un système préétabli, c'est-à-dire réinterroger des acquis. On s'est levé un bon matin, on nous a en fait établi un modèle, même social, qui ne nous convenait pas, qui ne nous parlait pas. Et de l'autre côté, comme j'ai dit tantôt, on a reçu beaucoup trop d'informations de beaucoup d'artistes, que ce soit sénégalais, africains pour faire large, ou même de l'autre côté de l'océan. Parce que c'est un travail maintenant qui s'est bâti entre ici, principalement le Sénégal, parce que le RBS Crew
À la base, c'était juste un collectif de graffeurs qui aimaient sortir peindre ensemble et c'est très vite rentré dans un mouvement artistique panafricain qui a formé en fait les premières générations, comme vous l'avez dit tantôt, du Bénin au Mali et qui s'est très vite retrouvé en train de gérer le département culturel et éducatif du mouvement Black Panther aux États-Unis. Donc aux États-Unis, vous y allez au West Oakland, on a fait des murs qui retracent une sorte de map qui enseigne à beaucoup d'élèves et même voilà, des contemporains de l'époque comment s'est créé le mouvement Black Panther, qu'est-ce qui est l'esprit derrière cette émancipation, etc., etc. Et cetera. Et à travers ces fresques murales-là, en fait, il y a un sentiment de réappropriation historique. C'est-à-dire, la communauté africaine de là-bas commence à réhabiliter en fait son propre histoire révolutionnaire au sein même des États-Unis. C'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Aerosol et qui a abouti ici à une création d'une académie, une académie d'art. La première en Afrique, je ne sais pas si c'est la première dans le monde, mais une académie d'art graffiti qui reçoit beaucoup de monde, que ce soit du Bénin jusqu'au Ouganda. Et l'idée était d'enseigner, transmettre notre histoire par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire réhabiliter une conscience historique. Et comme j'ai l'habitude de le dire sous l'angle de l'art, pourquoi à chaque fois quand on voyage ou quand on sort, on nous présente comme artistes africains. C'était un point sur lequel on devait mettre l'accent. Parce que quand il parle d'art, de manière générale, c'est en quelque sorte l'art sans les Africains. Et quand c'est un Africain qui le fait, ça devient de l'art africain. Donc, j'ai posé ce problématique sur beaucoup de discussions, que ce soit dans des universités américaines ou même des échanges par rapport à des biennales dans d'autres pays. Pourquoi est-ce que nous ressentons toujours ce besoin de faire cette distinction? Et en quelque sorte, dans la définition des choses, c'était quoi l'art? Pour que nous, on nous catégorise d'artistes africains. Et ça a posé beaucoup de débats autour de la politique. Comme je dis tout le temps à mes étudiants, en fait, nous sommes ce peuple qui ne peut pas se payer ce luxe de se dire apolitique. Parce que nous sommes, en fait, mis dans une sorte de marmelade politique généralisée et qui fait qu'en sorte, quand tu vas dans certains pays, tu es exposé à ce qu'on appelle du racisme systématique. Donc, que tu sois artiste, engagé ou pas, tu as ta propre définition des choses. Tu restes engagé par rapport à une dynamique qui t'implique automatiquement. Donc, il y a ce désir aussi par rapport à la citation de François Fanon, de découvrir sa mission, de l'accomplir ou de la trahir. C'est parce qu'on est face à des faits, on est face à une réalité et sur lesquelles nous devons prendre nos responsabilités en tant qu'artistes. Et nous, on utilise l'art comme sur le premier point de Cheikh Anta Diop par rapport à l'établissement d'un État fédéral d'Afrique, la réappropriation historique, la réhabiliter en fait la conscience historique culturelle. Donc, on œuvre dans ce sens-là à travers les images, à travers ces récits écrits ou des récits voilà, qui ont survécu de bouche à oreille depuis toute cette tradition orale. Et nous, on le retransmet en images. Parce qu'à travers l'image, voilà, on attire l'attention et on pose des questions. Et ces questions-là, ça appartient à tout le monde d'aller au fond de ces questions et de se forger sa propre conscience politique par rapport à l'étendue des faits. Salut, je te pose également la même question sur ta démarche de vulgarisation autour des thèses de Cheikh Anta Diop, que ce soit dans tes recherches ou à travers le mouvement Carbone 14. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta démarche? Oui, pour moi, elle suit deux logiques, hein. Il y a une première logique qui est comme on a l'habitude de le dire, la désinstitutionnalisation de Cheikh Anta Diop. Et une deuxième qui est travailler le conflit, ce que j'appelle, ce qu'on a appelé travailler le conflit. Alors, pour la désinstitutionnalisation de Cheikh Anta Diop ou de la pensée de Cheikh Anta Diop, on s'est rendu compte que ça permet de revenir sur le fait de travailler le conflit. Quand on est arrivé à l'université, qu'effectivement, euh, Cheikh Anta Diop n'était pas enseigné déjà à l'université, mis à part peut-être ce qu'ils font égyptologie au département d'histoire, dans une moindre mesure. À part ça, voilà, il y a rien d'autre, peut-être que le nom.
Euh, du côté de peut-être l'enseignement, l'école primaire, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, Matzo ou Zobida, je ne me rappelle plus, par rapport par exemple, aux informations qu'on nous donne, voilà, aux leçons qui sont enseignées à l'école primaire, mais sans expliquer le pourquoi. Oui, je pense que c'est Zobida tout à l'heure. Sans forcément expliquer le pourquoi, en fait, derrière. C'était ça, en fait, exactement, pour Cheikh Anta Diop aussi. Cheikh Anta Diop, carbone 14, etc., etc. Voilà, ça c'est limite à ça. La dichotomie, c'est ça qui revient toujours, en fait. Consommation, restitution. Ce qui fait que tout le monde va dire ça. Et pour la petite anecdote, je me rappelle, j'étais dans une émission sur la RS, Kinkeliba, et le journaliste en me présentant, en disant oui, salut Diop, carbone 14 et tout. Cheikh Anta Diop a découvert le carbone 14, live and direct, journaliste à la RTS. Moi, j'étais divisé entre le sentiment de dire, bon, est-ce que je vais apporter un petit correctif ou comment est-ce qu'il va le concevoir, mais c'est c'est en live and direct parce que derrière, les gens vont se dire, mais salut, tu es porte-parole d'eux, tu cautionnes, c'est comme si tu étais d'accord. Donc, il m'a fallu juste dire que oui, je suis désolé, mais ce n'est pas exactement le cas. Et Cheikh Anta Diop lui-même le dit dans une de ses productions, quand il établit la chronologie absolue, en fait, je pense publié en 1976. En fait. Il dit dans la première phrase que effectivement il y a une grande contribution de tel et tel scientifique, comme Willard Frank Libby, a été à l'origine du carbone 14. Nous, on s'est servi du carbone 14 pour établir un certain nombre de choses. Donc, déjà, même par rapport à l'information sur l'espace public, sur des porte-paroles comme ça devient un peu compliqué. Même porte-parole, j'y vais quand même avec des pincettes. Voilà, donc pour moi, c'était à ce niveau, c'était la première chose déjà, c'était ça, comme j'ai dit, la désinstitutionnalisation de Cheikh Anta Diop, sortir Cheikh Anta Diop, l'enseignement de Cheikh Anta Diop de l'espace universitaire, entre guillemets. Je me retrouve totalement à 100% dans la phrase aussi de Zubida qui disait tout à l'heure que certains n'ont pas choisi, par exemple, de continuer jusque dans les sphères, dans certaines sphères, par exemple, universitaires, pour pas mal de raisons. J'étais en train de sourire parce que je me retrouve tellement dans cet establishment, en fait, en tant que tel, ce qui m'amène au deuxième point qui est travailler le conflit, ce que nous appelons travailler le conflit. Et voilà. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. C'est la première des choses qui a été reprochée au travail qu'on est en train de faire, pas moi à titre personnel, mais Carbone 14, au travail qu'on est en train de faire, c'est que salut, tu ne peux pas parler de carbone 14, de Cheikh Anta Diop parce que tu n'es pas historien, tu n'es pas au département d'histoire. C'est le premier argument qui m'a été en fait, opposé, en fait. Et je me dis qu'en disant ça, même on se rend compte qu'on est en train de mettre Cheikh Anta Diop, de le limiter, de le mettre voilà, quelque part, en fait. Alors que c'était tout à fait le contraire de sa démarche, en fait. Lui qui disait que je serais sûrement l'homme le plus heureux si de plus en plus de jeunes Africains allaient se former rigoureusement pour ensuite venir me contredire. Donc, cela veut dire qu'à la base, c'est lui-même qui dit qu'il veut qu'on investisse même le conflit, en fait. On doit travailler le conflit en tant que tel. Et la notion de travail, quand je parle de travailler le conflit, on se rend compte que le système éducatif aussi que nous avons, pour revenir sur la première question de manière globale, est aussi vertical, en fait. Et que travailler le conflit aussi doit nous amener à établir un tout petit peu une démarche qui est plutôt horizontale. Et ça, par expérience, ça aussi, ça a été une des choses que j'ai beaucoup apprécié parce que dans cette démarche-là de travailler le conflit, je peux dire si on a l'une des choses qui ont beaucoup plus apporté, ce qu'on a essayé d'apporter en tout cas en termes de contribution au niveau de l'espace public par rapport à cela, ça a été toujours hors de l'université. Cela veut dire toujours d'autres personnes qui ne sont pas universitaires, qui ne sont pas étudiants, que nous avons rencontrés, avec qui on a discuté sur les thèses de Cheikh Anta Diop, les actualiser parce que c'est toujours important, voilà, de se projeter, c'est extrêmement important. C'est là où on a plus compris que ce sont ces gens qui ont mieux vraiment compris la pensée, l'essence même de la pensée de Cheikh Anta Diop, sa démarche et ce à quoi il aspirait et sa projection, au fait, futuriste. Ça veut dire que ça nous amène aujourd'hui à nous poser un certain nombre de questions, ce qui fait que aussi dans notre démarche, on commençait tout au début, c'était par la production d'articles, de vulgarisation et autres. Après, juste après, on s'est rendu compte que non, ça ne le fait pas. Ce qui fait que aussi, on a juste après, en collaboration avec un artiste rappeur donc, qui est dans le mouvement colonial, produit un album qui s'appelle Carbone 14,
dédié à Cheikh Anta Diop. Et l'idée derrière cet album, c'était de prendre le livre que Madzo a cité, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, publié en 1974, avec les 14 propositions, parce que l'album, c'était 14 titres. Donc, c'est ça qu'on a essayé un peu de détailler, d'expliquer un tout petit peu de manière artistique et autres, en fait, dans cet album. Donc, sous une autre forme culturelle, musicale, en fait, en tant que tel. Voilà. Donc, voici en tout cas, entre autres, voilà, une des démarches qu'on a eu à établir, ce qui se résume encore à ces deux éléments-là, la désinstitutionnalisation, mais aussi travailler le conflit, qui est essentiel. Alors, chacune de vos activités nécessite des conditions financières, matérielles, qui permettent leur déploiement. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Et face à ces freins, quel devrait être, selon vous, le rôle de l'État, même si on conteste sa forme et ses fondements, dans son soutien qu'il accorde à la recherche universitaire, donc dans le cas de Saliou, et pour dépasser aussi les forteresses de l'académie, ou le soutien qu'il accorde à la création artistique? Zoubida, peut-être? Wow. Euh, là, il y a, il y a des, on va dire, des tentatives ou des soubresauts de l'État pour faire en sorte de ramener la création artistique, on va dire, plus ou moins au centre et ne pas la laisser être le parent pauvre de toutes les politiques en règle générale. Sauf que c'est le parent pauvre parce que fondamentalement, on ne considère pas forcément ceux qui œuvrent, on va dire, dans les industries culturelles et créatives, pour ne pas seulement dire artistes, comme étant de vrais métiers. Et je pense aussi que ce n'est pas le propre du Sénégal. Et on attend des artistes et des acteurs culturels en règle générale d'avoir des positions de chef d'entreprise, plus ou moins. Cette même compréhension du système, de comment fonctionne une entreprise, alors qu'ils ne sont pas, ils ne devraient pas être une entreprise. Ce sont des artistes, ce sont des acteurs culturels qui font un certain nombre de choses. Euh, il y a des fonds qui sont créés, qui partent toujours, on va dire, vers les mêmes profils et qui laisse Mhm. à côté un certain nombre de porteurs de voix dissidentes. Parce que si tu ne portes pas la même voix, si tu t'élèves et typiquement si tu défends, on va dire, oui, si tu es engagé quand tu es militante féministe ou quand tu es décolonial, anticolonial, anti-impérialiste, etc., ce type d'artiste, je ne pense pas que tu trouveras beaucoup de fonds dans les zones dans lesquelles nous évoluons. Tu vas aller chercher des fonds étrangers essentiellement qui vont te permettre de pouvoir continuer à porter la voix. Mais tout simplement, c'est loin de dire porter la voix, mais de garder les moyens de ta dignité. Parce que tu ne peux pas produire, tu ne peux pas amplifier des voix, tu ne tu peux pas réellement créer si tu es dans une situation qui t'empêche même de pouvoir t'asseoir 30 secondes, de prendre du recul par rapport à ta situation propre et de pouvoir envisager la situation d'autrui, parce que l'artiste fait beaucoup ça. Et il y a du travail, il y a du chemin, mais c'est de la volonté politique, encore une fois, Florian. C'est vraiment une réelle volonté politique de dire, nous voulons faire en sorte que toutes les voix artistiques soient entendues. Et je pense que c'est utopique de notre part de penser qu'un quelconque gouvernement, quel qu'il soit, permettra cela. Il y aura des échappées, des échappatoires pour que ça puisse se compter, mais on préférera continuer à construire le roman national. Donc nous, on va passer beaucoup de temps à essayer de nous réinventer de plusieurs manières. Et c'est là où le rôle d'Internet est important. Moi, peut-être sans Internet, je n'aurais pas fait tout ce que je fais depuis un certain nombre d'années. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est super important pour moi de rester sur Internet et de ne pas tout le temps me retrouver sur des canaux où, quand le robinet sera coupé ou quand on décidera que ma voix ne doit plus porter, que je puisse me retrouver enfermée. Parce que sur Internet aussi, quoi qu'on dise au Sénégal, la pénétration est très forte. Même s'il y a des disparités, on est entièrement d'accord dessus. Mais aujourd'hui, la pénétration est très forte. Désolée, je vais devoir couper. J'ai un concert de chiens chez moi. Désolée, 2 secondes. Et je laisse quelqu'un continuer et je reviens. Peut-être le temps que les aboiements cessent. Madzo, euh, Ouais. toi, par rapport à la question du soutien de l'État, je ne positionne pas l'État comme étant comme on dit, l'alpha et l'oméga de tout. Je pense qu'il y a toute une discussion très longue à avoir sur les fondements même de l'État, notamment en contexte néocolonial. Mais il y a quand même une nécessité d'avoir des moyens pour déployer ta pratique, celle de Zoumida, celle de Saliou. Toi, comment est-ce que tu vois le rôle des autorités publiques,
que ce soit l'État ou même d'autorités autres, dans le soutien à ton art? Nous, on a très vite été qualifiés de dissidents. Nous, on a très vite été qualifiés d'artistes dissidents. Donc, il a fallu se réinventer. Il a fallu vraiment revoir en fait nos stratégies, mais aussi faire comprendre dans le collectif, que ce soit les Sénégalais, que ce soit d'autres artistes afro-américains ou même ceux qui viennent du Bénin, etc., de très vite comprendre qu'il nous faut en fait créer une synergie d'ensemble. Cette synergie va s'articuler aussi autour de l'aspect économique de notre art. Parce que, comme vous l'avez dit, dans ce contexte néocolonial, en fait, on est exposé à une sorte de prédation idéologique. C'est-à-dire, il y a des institutions avec des fonds disponibles alloués à des artistes, mais en fait, à quoi en fait ça va profiter à ces artistes-là? Dans quelle orientation idéologique, dans quel sens de discours, en fait, ça va orienter l'artiste. Et c'est des choses que nous avons très vite compris et que nous ne voulions pas, en fait, prendre, sur lesquelles nous ne voulions pas prendre part. Nous voulions, en fait, une autodétermination, une manière de faire les choses selon nous-mêmes, par rapport à notre discours, par rapport à rester authentique, par rapport à notre démarche de self-détermination, mais aussi d'organisation assez complexe à un niveau international. On a très vite trouvé l'importance de non seulement nous, en tant que Sénégalais, prendre conscience que les propres ressources auxquelles nous aspirions, c'était d'abord nous-mêmes. Et on a créé par des billets de mutuelles, de cotisations, etc., etc., avoir des fonds qui nous permettent à nous-mêmes d'organiser les choses selon nous-mêmes. Et aussi d'importer en fait cet exemple d'organisation au Mali, au Bénin, etc., aux États-Unis, jusqu'à ce que chacun puisse être en mesure d'être autonome là où il demeure. Et au finish, ce dernier point de stratégie, créer cette synergie autour de nous-mêmes qui fait office d'une sorte de banque panafricaine artistique et qui nous permet entre nous de tourner autour de nous, mais de garder l'authenticité de notre discours, l'authenticité de notre œuvre artistique et qui est complètement axée sur l'éducation des masses, de la conscience panafricaine de masse. Et donc, pour nous, c'était important de ne pas compter sur les États, parce que l'exemple que je donnerai, en fait, la plus palpable, est le professeur Nyang, professeur en communication de l'UGB, qui avait fait une présentation à l'Université de Sao Paulo tout dernièrement, a eu à mettre l'accent sur ce point et on a eu à échanger sur ça. Juste avant sa présentation, c'était l'événement qui s'est passé en mars dernier, quand on a fait cette fresque du président de la République tuant sur un citoyen lambda et qui avait fait beaucoup de bruit, à la suite duquel, en fait, on était approché par l'État pour des projets d'habiller, en fait, l'espace public. Et ça avait tellement, en fait, avancé que, voilà, c'était en cours de validation. Mais quand est venu, en fait, cette presse, ils ont trouvé, en fait, plus judicieux pour eux de tout simplement, en fait, annuler le projet. Parce que nous ne partagions pas les mêmes visions politiques, nous ne partagions pas la même démarche par rapport à certaines urgences politiques de l'heure. Donc, c'est des exemples sur lesquels on a eu à vivre, mais aussi qui nous a permis de comprendre qu'on a toujours eu la bonne démarche de s'organiser autour de nous-mêmes et de ne pas attendre les gouvernements pour. Zoubida, est-ce que tu veux compléter ce que les aboiements t'ont empêché de finir? Oui, en vrai, juste rajouter que malgré ce que je dis de l'État qui ne s'engage pas suffisamment dans le secteur culturel, en tout cas pour les voix dissidentes, c'est de rajouter que je dois être honnête, même en étant chef d'entreprise, que je ne crois pas à un investissement de l'État directement pour accompagner des entreprises à se développer. Ce n'est pas comme ça que je conçois les choses. Et c'est la chef d'entreprise qui le dit, c'est très contradictoire, mais je n'y crois pas. Je crois beaucoup plus à ce que le cadre
soit mis en place, qu'il y ait des lois mises en place, qu'il y ait un règlement mis en place et qu'il y ait, on va dire, qu'on s'arrange pour que les règles du jeu soient plus ou moins équitables. Ça, c'est de dire ça de cette manière-là et de faire que les conditions soient réunies afin que les gens puissent exprimer leur art, de ne pas avoir peur d'avoir des représailles parce qu'on exprime un point de vue qui est différent et ce genre de choses. Et je voulais chuter sur ça. C'est beaucoup plus important pour moi d'avoir ce cadre safe où la liberté artistique est consacrée et que les gens peuvent créer. Et faire en sorte que typiquement tous les moyens soient mis en œuvre pour que les gens puissent le faire, beaucoup plus que de l'investissement direct dans les entreprises. Donc voilà. Et salut sur cette question. euh, L'université, sur décision de l'État, a été fermée pendant 9 mois. Il y a souvent la question des bourses étudiantes qui reviennent dans le contexte universitaire. Quel est pour toi, dans le soutien aux étudiants, aux chercheurs et au-delà, le rôle de l'État ou des autorités publiques, ou son absence dans ton expérience? Oui, alors je pense que ça devrait plus aller vers un rôle d'organisation et de mise à disposition, surtout au fait. Voilà, surtout ça. Et là, je vais peut-être plus mettre l'accent sur la documentation, sur l'accès à la documentation. Par exemple, je pense que c'était en 2021, on avait plus ou moins vécu, je pense, la même chose où l'université a été fermée pendant plusieurs mois, mais aussi la bibliothèque. Non seulement à l'université, il n'y avait pas de cours, mais aussi la bibliothèque. Et on s'était réunis, là où, dans notre agora, comme on l'appelle chez PACAN à l'université, où on s'est réunis on se retrouve pour discuter. Et on avait mis sur pied à partir de ce moment-là une association, voilà, pour effectivement parler un tout petit peu de ça, pousser un peu les autorités à rouvrir, ne serait-ce que la bibliothèque, en fait, ne serait-ce que pour les étudiants qui sont en train d'écrire, de préparer leur mémoire de master ou ceux qui sont en train d'écrire des articles ou de préparer une thèse de doctorat. Donc, bien entendu, ça n'a pas abouti. La bibliothèque est restée fermée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces organisations-là, cette synergie est née une association, et voilà, les étudiants-chercheurs, où on a nous-mêmes essayé de s'organiser, pour aller déjà voir, mettre à disposition par rapport à ce que nous avons, la documentation, par rapport aux accès et autres, ce qui était ici, ce qui était de l'autre côté, comme Matzo l'a dit, au fait partir de cette synergie-là pour voir ensemble ce qu'on peut faire, en fait. Mais on a aujourd'hui la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est encore la durée est beaucoup plus longue, en fait, donc, et catastrophique, en fait. Donc, moi, je pense que l'État devrait plus, parce que pour la question des bourses, je pense que ça, c'est le secret de Polichinelle, hein, c'est, 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 c'est vraiment catastrophique, en fait, pour les étudiants, surtout sur la plupart du temps, si on sait que la plupart des étudiants n'habitent pas en fait la région de Dakar, donc viennent là. Et là, peut-être ça va un peu dans le sens de ce que Zubida a dit tout à l'heure euh, par rapport au territoire en fait en tant que tel. Ce que je pense on appelle dans la pédagogie des opprimés, si je ne me trompe pas, de Fréré, si je ne me trompe pas, l'attractivité au fait du territoire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dépendant du lieu où vous habitez, voilà, il y a même par rapport à la constitution même du système, vous pouvez avoir accès à ou vous pouvez ne pas avoir accès à, en fait. Et quand on fait plutôt contextualise les choses dans le cadre de l'éducation, c'est catastrophique, en fait. Parce que quand on parle aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler de l'éducation populaire en tant que telle, ça veut dire qu'il doit y avoir un accès, au fait, assez général, j'ai envie de dire, partout et pour tout le monde, en fait. Alors, moi, je pense que c'est plus ça. Donc, les étudiants ont beaucoup, je pense, souffert de la question des bourses. Ça fait déjà très longtemps, il y a eu pas mal de choses. Les choses n'ont pas changé pour autant. Chaque année, c'est la même chose. De telle sorte que même on finit par se lasser même d'en parler. Et ce qui est dangereux, en fait, ce qui est dangereux, cela veut dire que quand on traite une question dans un pays jusqu'à on en arrive à un moment où on se dit, ah, maintenant, c'est vraiment pas grave, en fait, on laisse tomber. C'est dangereux, en fait. Parce que c'est comme si aujourd'hui on faisait une faveur ou on rend des services, en fait, en faisant ce qui était tout à fait normal dans le cadre, par exemple, des bourses. Mais pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, qui pourrait vraiment, vraiment faciliter les choses, parce que tous les étudiants, par exemple, qui sont à l'université,
L'idée sera tout simplement d'être dans cette logique, comme je l'ai dit, de consommation et de restitution. Mais pour être dans la production, il faut avoir accès à un certain nombre. On ne produit pas en fait. On produit sur la base d'un certain nombre de ressources, en fait, d'articles scientifiques auxquels on peut avoir accès, de livres, de documentation, ce qui n'est pas le cas, en fait. Donc, pour moi, le rôle, surtout dans cette logique-là, d'organisation, de mise à disposition donc, des ressources, on en a, je pense, parlé aussi la dernière fois avec Maki Madiba, dans le cadre des ressources aussi audiovisuelles. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un élément, en fait, qui est essentiel et qui pourrait vraiment, voilà, apporter quelque chose pour que les étudiants puissent quand même produire un tout petit peu voilà, et apporter un peu leur édifice, en fait, par rapport à cette éducation-là. Et sur la question de la centralisation des lieux de culture, ou en tout cas les lieux tels qu'ils ont été aussi légitimés par les autorités, l'écrivain Mohamed Bougarsar parle de fracture culturelle au Sénégal, qui est un modèle qu'on peut trouver ailleurs, sans doute à travers le monde, dans laquelle il explique que l'offre culturelle, dans sa géographie, n'échappe pas au modèle jacobin, donc centralisateur, dans lequel l'essentiel de la ressource, humaine, structurelle, financière, et l'essentiel du pouvoir sont concentrés et administrés dans la capitale. Et même il y a des centres à l'intérieur de la capitale, ne laissant aux provinces, à l'intérieur de la capitale et aux provinces géographiques, que des miettes. Pourtant, la culture, au-delà des espaces, est partout dans la société. Elle l'irrigue, elle est au fondement de la vie quotidienne, et elle se retrouve certes dans des espaces physiques, mais aussi virtuels. Et donc, d'une certaine manière, vous créez aussi, vous, à travers votre pratique, des espaces culturels. Zoubida, par exemple, tu as rassemblé une communauté d'auditeurs autour de tes podcasts qui te suivent par le médium audio et en soi, c'est un espace culturel. Mazzo, toi, à travers les graffitis du collectif Radical Bomb Shot, vous faites des murs de la ville de nouveaux espaces culturels au cœur du quotidien. Et Saliou, toi, par tes interventions écrites, mais aussi vidéo et lors d'événements publics, les espaces que tu mobilises deviennent des lieux culturels. Donc, pour reprendre le terme de Ousmane Sembène, qui est de toucher les masses du continent, lui avait commencé à écrire des romans pour ensuite se rendre compte que le film était un médium plus accessible. Tout en ayant continué à écrire des romans, c'est par le film que sa parole et son art a été popularisé. Et par la diffusion de ces films, qui sont en soi un espace, ces films aussi sont diffusés dans des salles de théâtre, des salles de cinéma, qui deviennent aussi des espaces populaires. Pour vous, dans tout cela, par la création d'espaces culturels populaires et par votre pratique, quelle est, selon vous, la place qu'occupent les intellectuels et les artistes dans la société, et en particulier dans des moments de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui? Mazo, par exemple, tu parlais de la fresque que vous aviez euh, peinte et qui, en moins de 24 heures, avait été recouverte par de la peinture noire, par crainte des autorités, puisqu'elle dépeignait le président Macky Sall en train de tirer sur un jeune manifestant désarmé. Quel est pour vous, intellectuel comme artiste, le rôle que ceux-ci et celles-ci ont dans la société? Peut-être Mazzo, puisque c'est le dernier élément qu'on vient d'évoquer. OK. Moi, je dirais que l'artiste, aussi bien que l'intellectuel, en fait, est au devant de la scène, dans la mesure où, en fait, ils appréhendent certaines questions sociales, historiques, culturelles, etc., sous un angle, en fait, qui est en quelque sorte au-dessus de la masse, au-dessus de la mêlée. Donc, en quelque sorte, nous sommes au devant de la scène, que nous le voulions ou non. Et il appartient à un moment donné, en fait, cette mise en face par rapport à nos responsabilités sur l'urgence historique ou des faits actuels et qui implique en fait une sorte de je dirais en fait, de responsabilité au-delà du privilège. C'est ce que je dis tout le temps aux étudiants, en fait. Il faut savoir faire la différence entre les privilèges et les responsabilités par rapport à certaines questions qui, par exemple, dernièrement, avec le report des élections et tout, on a eu à faire des sessions du genre aux étudiants artistes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et quel doit être votre apport artistique par rapport à cette question de l'heure? Et il y a eu des productions artistiques, il y a eu un discours derrière. En fait, l'idée était de les alerter sur la responsabilité des intellectuels comme des artistes
autour de ces questions où, voilà, à un moment donné, se voit que porte le peuple ou la masse est en quelque sorte délégué à ces gens qui sont au devant de la scène, qu'ils le veuillent ou non. Donc, ça énonce plus une question de responsabilité qu'on prend face à notre histoire, face à notre peuple, face en fait, à nos aspirations même souveraines. Et il est très important que aussi l'artiste comme l'intellectuel soit aussi très informé à un niveau où son argumentaire doit être construit autour de cette capacité de pouvoir transformer l'information. Ne pas juste être dans, comme l'a dit Salut, en fait, on restitue, mais en quelque sorte, savoir aussi transformer ces informations à un niveau où on comprend très vite qu'on parle de l'établissement du fondement même de la conscience collective. Et il est très important que ces artistes, au même titre que les intellectuels, soient aussi impliqués dans cette démarche, en fait, qui sont à la base de ce changement de paradigme, qui sont à la base de beaucoup de changements un peu ici et partout dans le monde. Ça énonce plus une sens de responsabilité que de privilège. C'est des étiquettes comme artiste ou intellectuel, et on en reste là pour juste nourrir du point de vue personnel ce qui se traduit comme une sorte de privilège et à un moment donné, on se confronte à une réalité des responsabilités et qu'il faut saisir à un moment donné parce que précisément, on porte cette voix de la masse. Zubeda, sur ce point, comment est-ce que tu conçois la place des artistes, des intellectuels dans des moments de crise comme on vit aujourd'hui? Dans l'absolu, je suis toujours tentée de dire qu'ils sont suivis, ils sont écoutés, etc., qu'ils devraient porter la voix. Ça, c'est ma réaction logique en vrai, qu'ils devraient porter la voix. Par contre, dans nos espaces, ça peut être extrêmement difficile et ça peut être assimilé à un suicide. Maintenant, jusqu'où on demande à quelqu'un de devoir s'engager avec tout ce que ça peut coûter. Ça, c'est si on parle du principe qu'ils ont, si on parle des artistes, par exemple, qu'ils ont une conscience claire des enjeux politiques, de ce que vive la population. Et quand on regarde au fond, il y en a pas énormément qui, s'ils prennent la parole sur ces sujets-là, sont capables de construire un discours tel qu'on pourrait l'entendre. On en a vu certains d'entre eux qui ont fait des tentatives en disant ce qui se passe n'est pas normal. Ils se font insulter quand même parce qu'on leur dit vous vous contentez de dire ce qui se passe n'est pas normal. Sauf que je ne sais pas si ces personnes-là sont capables d'aller plus loin que juste de s'indigner parce que ça va s'arrêter à l'indignation. Après, les intellectuels, la plupart d'entre eux sont très situés. Ils ont aussi une manière de concevoir les choses. Ils sont un petit peu, c'est une sorte d'élite, on va dire, qui va nous parler avec de très grands mots. Je ne comprends pas la moitié la plupart du temps. Ainsi de suite. Pour moi, c'est important que quand tu te positionnes en tant que porteur de voix dans un rayon, de pouvoir embrasser entièrement tout ce qui se trouve dans ce rayon-là. Pour moi, c'est évident. Sauf que là, je suis en train de le prendre qu'à par rapport à ma perspective. Et c'est ça le souci que j'ai. Je pense sincèrement qu'au Sénégal, on attend beaucoup des artistes qu'ils ne sont pas forcément en mesure ou en capacité d'offrir. Et ce n'est même pas une question de ne pas vouloir, c'est juste une question de ne pas forcément avoir pleine conscience de cela pour pouvoir le donner. Il y a des gens bah, comme moi, peut-être, qui savent écrire de la fiction tout simplement et traiter de violence basée sur le genre. Peut-être que c'est tout ce qu'ils savent faire. Et quand on va, ils vont rester sur ça. Si l'événement politique qui se passe a cet aspect-là, ils seront capables de prendre cette partie-là sur la violence basée sur le genre et de pouvoir s'exprimer dessus, et peut-être pas globalement. On pourra m'accuser d'être, comment dirais-je, j'ai beaucoup de, comment, c'est quoi le terme? En tout cas, j'ai beaucoup plus de, euh, je n'aime pas les enfoncer et les pousser dans le retranchement parce que, en vrai, quand on est artiste au Sénégal, on vit soi-même des drames à longueur de journée. Et des fois, les petites parcelles qu'on réussit à acquérir, on essaie de les garder pour soi. Parce que quoi qu'on dise, c'est ce qu'on fait dans ce pays. Nous sommes très peu, en tout cas, même moi, je ne me considère pas comme étant réellement engagée comme le sont d'autres. C'est très peu de personnes aujourd'hui qui se lèvent, qui peuvent porter la voix, qui peuvent accepter de tout perdre. Quand on voit dans les conditions dans lesquelles les gens vivent ces 20 dernières années,
dans ce pays-là, je peux les comprendre. Si en plus ils n'ont pas ce bagage-là, je sais que ce propos-là peut être très mal perçu et je l'accepte. Mais des fois, laissons-les tranquilles et que chacun d'entre nous, en tout cas moi, pour ma part, sur ce que je peux porter, que je puisse porter la voix dessus. Mezzo, sur ce qu'il peut porter, qui porte la voix. Mais dans l'absolu et dans l'idéal, il devrait être en mesure de pouvoir se lever, de pouvoir faire front, parce que je pense qu'ils n'ont même pas conscience de à quel point leur parole est porteuse. Même si dans nos sociétés, on considère les artistes, on va dire un petit peu comme les, excusez-moi du terme, les bouffons du roi, on les prend pas au sérieux en règle générale et on va se dire, ah, il se prend pour qui? Pourquoi est-ce qu'il se permet? Toi, tu peux t'arrêter. Et on l'a vu pour Youssou N'Dour, hein. Toi, tu ne pouvais pas rester là au chant, chante tes chansons, on te donne de l'argent, tu dis tu veux t'investir en politique. Et il y a tous ces poids-là qui sont sur ces personnes-là qu'il faut qu'elles gèrent. Maintenant, j'espère que nous arriverons, avec cet éveil de conscience-là, à faire en sorte déjà que la perception de l'artiste, que l'artiste soit perçu d'une autre manière, mais au-delà qu'il soit perçu d'une autre manière, qu'il puisse prendre conscience lui-même qu'il est force de proposition et que sa parole porte et que sa voix porte et qu'il est capable de pouvoir rester droit dans ses bottes et de dire que telle chose n'est pas normale sans pour autant que ça prête à conséquence, surtout si la conséquence est une mort sociale ou une mort tout court. Donc, voilà. Salut, pour faire le miroir entre les artistes et maintenant les intellectuels, comment est-ce que tu conçois le rôle des intellectuels, des universitaires ou de ceux qui ont la chance d'être dans des conditions qui leur permettent de réfléchir, de produire intellectuellement? Quel est leur rôle pour toi dans la société? Alors oui, pour moi, ils ont du côté des intellectuels, déjà, je pense que tout ce qui est rôle et définition, déjà eux-mêmes dans leur conception de tout ce qui est intellectualisme, pour reprendre le propos de Maxo, réfute carrément tout ce qui est catégorisation et définition, carrément. Voilà. Donc, mais quel que soit Alpha, il est important de savoir qu'on ne vit pas, comme disait, je pense, Aristote, pour ne pas vivre dans une société, il faut soit être une brute, soit être un dieu. Ce n'est pas ni l'un ni l'autre. On est des êtres humains, étant un animal social, j'ai envie de dire. Nous vivons dans une société et nous vivons dans une époque, en fait. Donc, on ne peut pas ne pas être, aujourd'hui être concerné par ce qui se passe dans son époque, en fait, dans sa société en tant que telle, que ce soit intellectuel ou artiste ou autre. Donc, ça, c'est un fait, en fait. Donc, pour moi, le rôle de l'intellectuel, à la base, doit effectivement euh, s'intéresser à tout ce qui se passe, formuler un certain nombre de réflexions, comme Madzo l'a dit tout à l'heure, par rapport aux questions qui sont posées en tant que telles, les investir, voilà, et avoir ce que Gramsci a appelé les intellectuels organiques pour moi, construire un récit, avoir une vision du monde, en fait, voilà, par rapport à tout ce qui est en train de se passer, pour ensuite, je ne suis pas forcément dans la logique de la transmission, mais pour moi, rencontrer. Pour moi, ce n'est même pas du moment où je pense, et c'est ça, c'est le problème, en fait, je pense. À partir du moment où les intellectuels pensent que, ou s'arrogent même cette prérogative de transmettre en tant que tel, c'est nous qui savons, c'est nous qui sommes vraiment les illuminés, entre guillemets, c'est nous qui devons transmettre. Pour moi, je vois même une certaine, j'ai envie de dire, une sorte d'orgueil même en tant que tel, en fait. Parce que pour moi, l'idée, c'est de faire deux choses. De politiser les masses, pour reprendre un propos de Aziz Solomon, et en politisant les masses, on ira dans une logique de rencontrer, au fait. Et quand on va dans une logique de rencontrer, c'est ce que j'aime bien dans l'éducation populaire, au fait. Cela veut dire qu'on ne vient pas vraiment avec un message préétabli. On a beaucoup, beaucoup parlé des préétablis, en fait, en tant que tel. Mais on est de construire ce message-là, en fait, par rapport au contexte et par rapport, au fait, aux masses, en fait. Et je pense que si on va dans cette logique, effectivement, ça pourrait même nous permettre de sortir même de cette logique-là, qui, par exemple, quand on a ce genre de situation-là, de conflit, que tout le monde se dise, OK, on va pointer du doigt, par exemple, l'intellectuel en tant que tel. Oui, lui, qu'est-ce qu'il a dit? L'artiste, on ne l'a pas encore entendu. Qu'est-ce qu'il a dit en tant que tel? Alors que ça doit être dans une logique beaucoup plus globale, en fait, en tant que tel. Si tout le monde doit être concerné en tant que tel, savoir que la même manière que l'intellectuel ou l'artiste est en train de produire une réflexion, moi aussi, je dois aller dans cette logique, en fait, parce qu'on ne pourra jamais, si on va aller dans une révolution, je pense quelqu'un qui dit, toute révolution échoue si le révolutionnaire change tout, sauf lui-même. C'est ça, en fait, à la base. Si on pense, par exemple, qu'il doit y avoir une sorte de messie, quelqu'un qui est illuminé, porteur de voix en tant que tel, et des autres qui vont juste suivre avec ce discours-là. Non, pour moi, il doit y avoir, je pense, on doit être dans cette logique-là de politiser les masses en tant que tel,
Donc, d'être dans une logique de rencontrer, donc de construire le message ensemble. Voilà. Et là, effectivement, on pourra effectivement, voilà, si on a un objectif, une vision du monde, une compréhension du monde, aller dans cette logique-là. Je pense que dans le cadre des organisations ou de l'organisation de ce qu'on appelle les Sud, ou le Sud global en tant que tel, l'Afrique et surtout l'Amérique latine, voilà, donc du Sud global qui est opposé au Nord global. La question de l'épistémologie, des épistémologies du Sud, va un peu plus dans cette logique, en fait. Parce que même le rôle même de l'intellectuel qui doit aujourd'hui porter ce message-là, être illuminé aussi, si on regarde les choses de plus près aussi, c'est un champ aussi de réflexion qu'on n'a pas appris à déconstruire, en fait. Ça aussi, c'est un élément qui est important, qui est essentiel, en fait. Voilà. Ce que fait Lula disait en disant que nous acceptons les catégories déficientes qu'on nous applique, nous ne nous nommons pas, nous ne les dénommons pas, et nous nous percevons à travers le regard de l'autre. Et ça, il faut carrément en sortir, en fait. Voilà. Pour moi, il faut aller dans une logique de construction d'ensemble, en fait. J'aimerais qu'on puisse conclure sur les pistes de perspective. Zoubida, toi, à la sortie de ton livre Conversation féminine, tu as partagé un texte en expliquant ton refus de participer à perpétuer le fait que la lecture, sous toutes ses formes, soit réservée à une élite. Tu as ainsi lancé un appel public pour que celles et ceux qui en ont les moyens financiers puissent acheter des exemplaires de ton livre au profit d'établissements publics avec une bibliothèque active et ouverte aux élèves. Matzo, par ton art, tu as activement participé à la popularisation dans l'espace public des figures historiques méconnues. Et Saliou, comme on l'a évoqué, tu t'efforces à partager les travaux de Cheikh Anta Diop. On parle de refondation politique, à juste titre, institutionnelle, de l'État, de la police, de la justice. Au cœur de la refondation politique, il y a également la refondation sociale, la question de la place du système d'éducation publique, d'une part, et les espaces d'éducation populaire, d'autre part. Comment est-ce que vous concevez, dans le Sénégal et l'Afrique de demain, la place de l'éducation? Zobida, peut-être? Oh, euh, je pense qu'il faut garder l'école, qui est ce lieu, en tout cas, qui, aujourd'hui, dans le système tel qu'il est conçu, garantit l'égalité d'accès entre les garçons et les filles. Parce que je ne suis pas certaine que, telles que nos sociétés sont conçues, que nous puissions juste garantir cette égalité-là d'accès à l'éducation aux deux de la même manière en les gardant sur des systèmes qui ne sont pas forcément des systèmes organisés tels que nous les connaissons actuellement. Parce qu'il y a quand même quoi qu'on puisse dire des choses à redire sur la manière dont fonctionnent nos sociétés, peu importe ce qu'on pense des imports et des emprunts qu'on fait par ailleurs. Et donc, pour moi, c'est important de garder ce système de l'école, de garantir l'école publique, de remettre l'école publique au centre, de repenser les contenus. Je ne suis pas encore dans la phase, hein, je comprends très bien la partie d'apprendre dans sa propre langue, mais je ne suis même pas encore dans cette phase-là. Parce que pour moi, les basiques sont manquants. Les basiques, c'est de s'assurer que ceux qui enseignent sont formés correctement pour enseigner, de s'assurer Mhm. que les curricula correspondent à une réalité qu'on veut construire, parce qu'en réalité, c'est toujours un roman qu'on va construire, mais ce roman-là, c'est lequel est-ce qu'on ne devrait pas le redéfinir ensemble et s'assurer que ça fonctionne. S'assurer que les garçons comme les filles ont accès à l'éducation de manière équitable, de manière égale, de 6 ans à 18 ans, même si on sait que c'est obligatoire. L'école est obligatoire au Sénégal. Beaucoup semblent l'oublier, mais l'école est obligatoire. Mais de pouvoir s'assurer que tout le monde y a accès et de la même manière et que ça puisse continuer. Mais à côté, et comme nous le faisons déjà d'une certaine manière, c'est de continuer à créer ces espaces où des échanges peuvent se faire. Dans le cadre de l'école, il y a des lieux comme ça. Il y a des lieux qui font avec des activités les mercredis après-midi, avec des activités hors des salles de classe, où on permet à des élèves de pouvoir accéder à d'autres types de connaissances, de pouvoir échanger sur un plan un peu plus, on va dire, horizontal que vertical. Et de continuer à construire ces espaces-là et des centres culturels à nos sauces, en vrai.
Je ne peux pas l'appeler autrement qu'à nos sources, qui, eux, ne vont pas, d'avoir un centre qui va reparler, par exemple, typiquement de notre hip-hop, de formation en graffiti, de réapprendre l'histoire de Cheikh Anta Diop. Peut-être que ça ne se fera pas dans le cadre scolaire, j'espère que ça se fera dans le cadre scolaire, mais peut-être que ça ne se fera pas, mais de pouvoir créer des espaces où des paroles différentes, des perceptions de la vie différentes puissent se transmettre. On ne peut pas continuer à considérer que ça va se faire au sein de la famille, parce que les sociétés telles qu'elles sont structurées, et plus on continuera à avancer, plus il y aura de moins en moins de présence comme on pouvait le faire. Pas de dislocation. Je ne parle pas de dislocation de la famille. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Mais en tout cas, juste en termes de temps de présence, on a un réel déficit et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Et voilà ce que je vois. Et pour revenir juste sur la partie, et je conclurai avec ça, sur la lecture, il est important pour moi de rappeler à tout le monde qu'il n'est pas question qu'on gatekeep la lecture, de le garder comme étant juste un truc des élites, etc. Et d'arrêter de dire les jeunes ne lisent pas, les jeunes ne lisent plus, les jeunes ne font pas ceci, etc. Ben, il n'y a plus de bibliothèque déjà pour commencer. Les bibliothèques Mhm. des écoles ne sont pas forcément accessibles aux enfants. Il y a des écoles qui ont des bibliothèques, elles sont fermées. Il y a des livres, mais on considère que les enfants gâtent les livres. Il y a des bibliothèques d'école où les enfants vont aller, du fait de leur religion ou de leur appartenance, on va leur dire, vous ne pouvez pas lire ces livres-là, vous allez en lire d'autres. Et c'est des problématiques qu'on connaît et il faut les laisser lire. Et après cela, s'ils ne lisent pas un livre, je considère que écouter, c'est aussi lire. Et il y a plein de manières de lire qui sont des manières Mhm. différentes et qu'on arrête de stigmatiser les gens parce que peut-être ils n'ont pas lu Fanon. Désolé, c'est pas, voilà. Des gens au Sénégal, ils sont de leur naissance à leur Mhm. mort, ils ne savent pas qui est Fanon. Et ce n'est pas parce qu'ils Mhm. ne savent pas qui est Fanon ou qu'ils ne savent pas qui est Léopold Sédar Senghor, le poète, ceci étant dit. Ils ne connaissent aucun poème de Léopold Sédar Senghor qui soit moins valable en termes de prise de parole publique que quelqu'un d'autre qui, comme moi, a fini les livres de la bibliothèque. Ça sert, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que ma parole a plus de valeur que la parole de quelqu'un d'autre. Apprendre à argumenter, apprendre à réfléchir par rapport et à sortir un petit peu des sentiers battus et à avancer. Si je devais finir, je voudrais finir par ça et de nous aider aussi à collecter les livres et de faire en sorte de remettre le livre dans l'école. Nous avons commencé la tournée des écoles où nous allons à la rencontre de lycéennes, de collégiens et nous reparlons un petit peu de ces figures féminines qui sont dans la conversation féminine. Donc voilà. Merci beaucoup, Florian. Merci tout le monde. Merci Zomina. Madzo, pour ta part, quelle est la place de l'éducation dans la refondation en perspective? Moi, je pense qu'il est important, en fait, de mettre sur la table une discussion autour des réformes et qu'on ne continue pas à produire ces intellectuels soustraits de tout ceci. Il est très important que l'éducation soit accessible à tous, mais aussi qu'on mette l'accent sur finalité utilitaire de ces informations qu'on va acquérir à l'école. Mais aussi du point de vue technique, mettre l'accent aussi sur des politiques de spécialisation qui font que, en fait, qu'on ne soit plus dans la consommation, mais aussi dans la transformation, aussi, dans la création. Et que ce qui constitue en fait toutes ces institutions, tout ce discours autour de l'intellectualité africaine qui n'est en quelque sorte que cautionné par des institutions qu'on rompt avec cette tradition en fait, comme l'a souligné Zubida brillamment même. Euh, Celui qui a été à l'école, en fait, par rapport à son discours, n'a pas plus de poids que, par exemple, je dirais celui qui a été dans un Dara, qui n'a pas lu Frantz Fanon, qui n'a pas lu Antonin Firmin, en fait. C'est important qu'on, 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 qu'on réhabilite, en fait, cette conscience collective autour des acquis, mais autour aussi des vécus de tout un chacun. Parce que chacun aussi dans l'effort de l'établissement de cette conscience sociale, nationale ou culturelle, a son rôle à jouer. Peu importe ce qui constitue son background éducationnel, ou voilà, il sort de telle université, d'autres sont de l'université, par exemple, de Koki, qui ont beaucoup plus d'apport qu'un étudiant de l'université de Cheikh Anta Diop du point de vue social, parce qu'il est important qu'on rompe avec cette tradition et qui, en quelque sorte, n'a été qu'un héritage en fait colonial et que, au fur et à mesure qu'on arrive à se détacher de ces réflexes de subordonner en quelque sorte, aussi repenser nos sociétés par rapport à nous-mêmes
tout simplement par rapport à ce qui fait de nous des êtres culturels, ce qui fait de nous des êtres sociaux. Et voilà, au mieux de comprendre ce qui nous définit, mais aussi de le comprendre à une échelle où on implique, on met l'accent sur des politiques inclusives par rapport à d'autres qui ont créé des alternatives d'éducation, que ce soit d'autres de l'école, qui portent un autre message, qui portent un autre projet d'éducation qui soit en mesure d'être compris et mis dans cet même effort de l'établissement de la conscience. Et il est très important qu'on ouvre ces pistes de réflexion autour de ces réformes et voilà dans la durée peut construire en fait ces esprits complètement connectés de leur réalité et qui ont. Merci Manzo. Et pour conclure, Salio, comment est-ce que tu vois la place de l'éducation dans la refonte? Alors, elle est essentielle hein, pour moi, la place de l'éducation dans tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on veut faire surtout dans la refonte, dans la projection surtout futuriste. Je pense que je me retrouve carrément dans les deux discours de Madzo et de Zoubida, parce que je reviens sur le premier élément tout à l'heure, quand je parlais tout à l'heure du système vertical, déjà de l'éducation, comment est-ce qu'il est établi, voilà, donc de ce système vertical-là, et on le voit déjà, comme je le dis très souvent, en fait, et déjà où on a un certain nombre de valeurs qui est inculqué déjà à l'élève, et après, un peu plus tard, on voudrait attendre autre chose de lui, en fait. À partir du moment où à l'école primaire, on ne doit pas prendre la parole, je donne un exemple terre à terre que je dis à chaque fois, qu'on est obligé de lever la main pour prendre la parole, voilà, et aller dans la logique, bien entendu, de ce que, là-dessus, il y a déjà une attente. Quand je pose la question, il y a une réponse qui est attendue. Je dois forcément donner cette réponse-là, pas par rapport à ma compréhension, non. C'est cette réponse-là où il n'y a pas de réponse. Et je vais dans cette logique-là et un peu plus tard, on attend de moi que je puisse produire un certain nombre de réflexions, en fait. Que je puisse prendre le contre-pied, avoir un esprit critique, ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, des choses basiques comme ça, je pense qu'il faudrait déjà commencer à y travailler, y réfléchir. Donc, ce système vertical dont on a fait mention, donc, comme ce que Zubida a dit, créer plus d'espace qui pourrait effectivement permettre d'investir le système horizontal, horizontal plutôt, au fait, qui va, même si tout de suite on ne peut pas éradiquer, éliminer tout de suite l'aspect vertical, au moins qu'il y ait un équilibre, au fait, et qu'on va effectivement dans cette logique. Et là, j'aime bien les travaux, par exemple, de quelqu'un comme Ousmane Omar Khan, par exemple, professeur à Harvard University, qui a écrit Les intellectuels non neurophones. Super livre, qui raconte dans Les intellectuels non neurophones toute la tradition intellectuelle, culturelle de Tombouctou, en fait. Donc, comment est-ce que des intellectuels non neurophones ont eu à apporter une contribution intellectuelle scientifique, en fait, qui, au niveau de l'académie, entre guillemets, d'une vision globale du Nord, n'est pas perçue comme étant forcément carrément, en fait, du savoir de la connaissance, en fait. Et ça, c'est juste un exemple, en fait, pour dire que de la même manière qu'on a ça, les intellectuels non neurophones aussi, d'autres personnes, d'autres penseurs qui ne sont pas forcément des universitaires, qui viennent d'autres sphères, d'autres contrées, qui vont produire un certain nombre de choses qui pourront effectivement être utiles à la société. Parce que finalement, c'est ça, en fait, c'est ça la finalité, excusez la répétition, en fait. Ces réflexions et autres, il faut toujours faire la jonction en fait, entre l'école, doit être jamais être déconnectée de la société. Comme je le disais tout au début, quel est le type d'élèves que nous voulons former, quel est le type de citoyen que nous voulons avoir, le type d'étudiant, le type d'intellectuel, en tant que tel, que nous voulons former, qu'est-ce qu'il doit avoir en termes de valeur. Voilà, il doit aussi pouvoir réfléchir par lui-même en tant que tel. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel en fait. Et pour répondre à cette question-là, on ne peut pas ne pas aller dans cette logique-là qui consiste à travailler le conflit dès le début, savoir que pour parler comme Suleiman Bachir Diagne, que la vérité en tant que telle est et une seule, mais elle est réfractaire, j'ai envie de dire, en fait. On a plusieurs fractions, en fait, et que chacun peut apporter sa pierre, et ce n'est pas forcément que l'un a raison et que l'autre a tort, en fait. Ça, c'est pour moi un élément qui est important. L'autre élément, je termine sur celui-ci, qui est aussi important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la logique en fait, dans laquelle l'éducation est en train d'aller, cette voie-là,
moi, j'ai l'impression qu'on est en train de créer un marché de l'éducation, purement et simplement, en fait. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous regardez bien sûr au Sénégal, on avait à répondre à un marché de l'emploi qui est là, la question de l'employabilité. Parce qu'on n'a pas su répondre à cette question, on a fini par penser que la question de l'éducation, donc c'est la question du marché de l'emploi, c'est la question de l'éducation. C'est-à-dire que toute l'éducation est en train d'être polarisée vers l'emploi, en fait. Et ça, c'est très dangereux, en fait. C'est très, très dangereux, en fait, parce que l'éducation, à la base, comme on l'a dit tout de suite, en fait, c'est déjà de pouvoir installer, j'ai envie de dire, un certain nombre de mécanismes réflexionnels pour que la personne puisse déjà réfléchir par lui-même, avoir le strict minimum en termes de bagages sur la vie, lui-même, sa société, le monde de manière générale, pour réfléchir et apporter sa contribution un peu plus tard. Maintenant, de l'autre côté, comme je l'ai dit, cette éducation qui est en train d'être polarisée, dirigée directement pour répondre à la question de l'emploi, on se rend compte que toutes les réponses, ou plutôt tous les curricula qui sont en train d'être formulés, vont simplement répondre à un certain nombre de besoins, en fait, sur le marché. Et quand on parle du marché, on parle de la demande et de l'emploi, en fait. C'est le système capital, en fait, qui revient. Donc ça, c'est très, très dangereux, en fait, aujourd'hui. Et on est en train d'aller dans cette logique-là. Je ne dirais pas sans s'en rendre compte, parce que pour moi, c'est fait carrément exprès. Voilà. Et il est important d'avoir ce genre d'espace-là, pour reprendre le propos de Zoubida, pour effectivement contrebalancer les choses, voilà, poser les questions, essayer d'apporter un certain nombre de réponses et effectivement établir tous ensemble des perspectives. Merci Saliou. Sur ces mots, notre échange touche à sa fin. Zoubida, Madzo, Saliou, merci pour votre disponibilité et merci au FRAPP pour l'organisation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tout le monde. Merci Saléo, merci Madzo, merci Florian. C'est beaucoup. Merci, merci beaucoup.